Bonjour et bienvenue sur le podcast où l'on parle des solutions pour faire face au TOC et à l'anxiété. Je m'appelle Antoine, je suis un ancien grand anxieux et moi aussi j'ai eu de nombreux TOC. Aujourd'hui, je suis devenu psychopraticien et coach. J'accompagne les personnes à dépasser leurs petites mais aussi leurs grandes peurs. Avec ce podcast, je souhaite vous partager les clés que j'aurais aimé connaître plus tôt. Saisissez-vous de celles qui vous conviennent parce que oui, il est possible d'aller mieux. Je suis vraiment ravi et même très heureux aujourd'hui de vous partager cet entretien que j'ai eu avec le docteur Valérie Algrin. Certains d'entre vous attendent parfois des mois pour avoir un rendez-vous avec un psychiatre. J'ai essayé de lui poser toutes les questions que vous aimeriez poser à un professionnel de santé qui connaît bien la problématique des TOC. Le docteur Algrin est médecin psychiatre. Elle a travaillé pendant 17 ans en hôpital et a été chef de service psychiatrie pendant 5 ans. Des personnes qui souffrent de TOC, elle en a donc vu beaucoup le long de sa carrière. Pour aider ses patients, le docteur Algrin a plusieurs cordes à son arc. Elle pratique l'hypnose depuis plus de 20 ans. Elle forme des thérapeutes à cet outil. C'est d'ailleurs elle qui m'a formé à l'hypnose. En plus de ça, elle est formatrice en auto-hypnose. Dans cet entretien, on aborde le diagnostic des TOC, leur prise en charge médicamenteuse, mais aussi les thérapies à mettre en œuvre pour apaiser le TOC. On a abordé également d'autres sujets moins courants et pourtant très importants, comme par exemple l'importance de l'alimentation, de l'hygiène de vie pour se libérer des TOC. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous sont en recherche d'un psychiatre et malheureusement, comme un certain nombre d'entre eux, le docteur Algrin ne prend plus de nouveaux patients. Merci à vous de respecter ça. Autre chose, vous allez vous rendre compte que je tutoie le docteur Algrin. Et oui, avec le temps, Valérie et moi, nous sommes devenus amis et je ne me voyais tout simplement pas la vous voyez pour cet entretien. Je vous souhaite une excellente écoute. Déjà, je te remercie beaucoup d'avoir été OK pour cette interview. Je sais que ton temps est précieux et je sais que tu n'as pas beaucoup de temps comme ça. Et donc, c'est quand même super sympa de prendre ce moment avec moi. Mais c'est avec plaisir. Et puis, si ça peut aider des personnes à mieux comprendre ou à mieux gérer leurs problèmes, moi, je suis toujours partante. OK. Bon, aujourd'hui, on va parler de TOC, de troubles obsessionnels compulsifs. Oui, Je me doute que c'est quelque chose que tu connais, que tu as déjà rencontré des personnes qui ont des TOC, oui, quand même, un certain nombre. un certain nombre. Oui. Euh, Ici, comment toi, tu arrives à identifier une personne qui vient à toi et qui a des TOC? Est-ce que c'est déjà, quand les gens viennent te voir, est-ce qu'ils savent déjà qu'ils ont des TOC? Alors, ça dépend. Il y a des personnes qui arrivent, qui se sentent très, très mal. Et puis, dans le décours de l'entretien, du premier entretien, ça apparaît directement. Il y a des personnes qui sont déjà orientées, soit par elles-mêmes, parce qu'elles ont compris qu'elles avaient des TOC, mine de rien. Euh, dans les talks, il y en a quand même qui sont très connus. Parfois aussi, c'est la famille qui les envoie en disant c'est plus possible. Euh, Là, ça dépasse les bornes des limites, c'est plus vivable en famille, donc il faut que tu consultes. Et puis parfois, c'est le médecin généraliste qui a déjà commencé à évoquer un diagnostic et qui nous les envoie. Ok, ça marche. Et du coup, tu rencontres pas des personnes pour d'autres thématiques, d'autres problématiques? Ah si, si, dans le cadre de ma consultation, c'est de la psychiatrie. Ouais, on va dire que majoritairement, j'ai des personnes qui présentent des troubles de l'humeur, des troubles du spectre anxieux, beaucoup de haut potentiel avec toute l'anxiété et tous les troubles de l'humeur qui vont avec. Mais les troubles anxieux et les TOC, ça fait partie intégrante du travail en psychiatrie, en tout cas dans ma pratique. Alors, toi, tu trouves qu'il y a un lien entre haut potentiel et TOC dans ce que tu as pu remarquer? Enfin, en tout cas, Non, pas forcément, mais entre haut potentiel et anxiété, oui. Et épuisement du cerveau, oui. Et du coup, si les personnes ont une composante à avoir des TOC, ça peut dégénérer sur des TOC, mais il n'y a pas plus de TOC chez les hauts potentiels, ou il n'y a pas plus de haut potentiel chez les TOC. Tu le prends comme tu veux. C'est vraiment, globalement, dans la population générale, il y a des personnes qui ont des troubles obsessionnels compulsifs, et ça arrive aussi aux hauts potentiels. ok, ça marche très bien.
En fait, ma question de départ, c'était les gens quand ils viennent à toi, est-ce que, comment dire, ils viennent pour un syndrome dépressif et finalement ils découvrent que c'est le syndrome dépressif, il est lié au TOC ou enfin, c'est un peu tout finalement. Il y a des gens qui Non, viennent. non, ouais, là, je sens bien ton point d'abord qui est très axé TOC. En fait, les gens, ils viennent voir le psychiatre parce qu'ils vont pas bien. Ah, ok. Ils peuvent être déprimés, ils peuvent être surmenés, ils peuvent aussi avoir des problèmes d'addiction, par exemple. Et quelque part, on va découvrir. Mais comme je te dis, il y a des personnes qui ont des troubles anxieux, ils savent que ce sont des TOC. Et ils Ouais. viennent voir le psychiatre, soit pour recevoir un traitement, soit pour recevoir un suivi, ou bah, si le diagnostic n'est pas posé, bah, ils vont pas bien, et puis ils viennent voir le psychiatre et on découvre ensemble ce qui ne va pas. Ok. Tout à l'heure, tu disais qu'il y avait des TOC qui étaient connus. Oui, je trouve Euh, que les tocs de vérification, ouais. hein, où on retourne 5 fois voir si sa maison est bien fermée, les tocs de lavage, c'est quand même, allez, moi j'ai l'impression que dans la population générale, dans l'idée commune, on sait que ça existe. Après, il y a des tocs plus complexes, euh, et puis il y a des tocs qui rentrent aussi très très bien dans la fonction des personnes. Prends une infirmière. C'est formé, c'est formaté pour être hyper à l'écoute de la propreté et de l'hygiène. Bah, elle va me trouver 15 000 raisons pour expliquer pourquoi elle prend sa brosse à dents pour nettoyer tout les carrelages de sa salle de bain, par exemple. Donc, parfois, il y a des gens qui ne se rendent pas compte à quel point leur fonctionnement est pathologique et souffre de limitations pour eux, de souffrance, mais aussi pour la famille. Ouais, il y a une forme de déni en fait, où ils vont trouver des Oui, raisons à leur comportement et pour eux, c'est pas tout pathologique. à fait. C'est ça, de banalisation presque. Mais en même temps, enfin, toutes celles auxquelles je pense, elles sourient quand même parce elles se rendent bien compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais elles essayent de l'enrober pour que ça passe dans quelque chose qui pourrait être socialement acceptable. Sur le fond, les tocs de lavage, bah, entre quelqu'un de très propre et quelqu'un qui a un toc, parfois la frontière est limite et puis personne n'a envie, enfin on est bien d'accord, hein, Antoine, personne n'a envie d'être malade mental et de devoir prendre un traitement. Donc si on peut se dire qu'on est juste un petit peu plus maniaque que les autres, c'est plus acceptable pour l'ego que de se dire merde, je souffre d'un trouble obsessionnel compulsif. Tout à fait. Et Donc toi, il y a vraiment il y a l'éducation aussi à la maladie, hein, ouais, le fait de l'accepter d'une certaine manière aussi. c'est ça. Et ça, c'est notre boulot, à nous, les professionnels en tout cas. C'est Et d'aider les personnes à comprendre, à se rendre compte et puis à accepter. quand tu reçois quelqu'un, qui a des TOC, qu'est-ce qui va chez toi, psychiatre, finalement faire tilt en te disant, par rapport au diagnostic, en te disant, tiens, bah ça, à mon avis, c'est un TOC en fait. Alors, je vais dire un truc très drôle, mais par exemple, à mon cabinet privé, j'explique bien, hein, j'ai pas forcément de salle d'attente, donc j'envoie toujours un petit message pour bien expliquer qu'il faut arriver à l'heure exacte, parce que sinon les gens vont attendre bêtement dans le couloir. Et ben, tu peux être sûr que même si les personnes ont reçu le message, ont répondu qu'elles avaient bien compris, elles vont arriver un quart d'heure en avance Ouais. ou voire même elles vont arriver la veille pour être sûres de repérer l'endroit, etc. Donc là, quelque part, ces personnes-là, moi, je les accueille évidemment avec beaucoup, beaucoup de gentillesse, mais ça me fait sourire parce que je suis déjà à peu près sûre qu'elles ont un trouble du spectre anxieux. Donc après, il me suffit juste de chercher. Mais sinon, quelqu'un qui a des tocs, mais par exemple, il va regarder. Alors moi, je m'arrange toujours pour avoir on va dire que je suis un peu machiavélique, mais mon bureau, il est ni en bordel, ni rangé. Et j'y fais attention volontairement, c'est-à-dire que ouais, moi, pour travailler, j'ai quand même besoin qu'il y ait de l'ordre, mais je m'arrange toujours pour qu'il y ait un petit truc de côté, de coin. Et souvent, les personnes qui ont des troubles obsessionnels, ils vont être dérangés par ça. Alors, ils vont regarder mon carnet qui n'est pas bien droit ou un truc qui n'a rien à faire sur mon bureau, qui est posé là, évidemment, de manière diagnostique. Mais voilà, si je les vois être dérangés par ça, je vais déjà avoir le réflexe de plus s'interroger. Puis parfois, les gens m'expliquent vraiment ce qui leur pose problème. S'ils me disent, docteur, c'est terrible, mais je mets 2 heures à sortir de chez moi parce que je dois vérifier 5 fois la porte vitrée, la porte d'entrée, puis quand c'est fait, je dois encore. Et donc là, je me rends bien compte qu'il y a des rituels.
Et puis, parfois, simplement en discutant avec les personnes, parfois ça ne vient pas au premier rendez-vous, hein. Les gens viennent parce qu'ils sont très stressés ou parce qu'ils sont un peu déprimés. Et puis, au fur et à mesure des entretiens, on se rend compte qu'il y a quand même des comportements un petit peu trop obsessionnels, c'est-à-dire trop rigides, trop anxieux sur des points de détail, avec de l'anxiété quand ça peut pas être fait. Et donc là, je vais poser les questions pour avoir un peu une idée de d'à quoi en est la personne. Est-ce qu'elle est en souffrance? Est-ce que ça prend beaucoup de place? Parce que il y a enfin, tu vas sûrement être d'accord avec moi, mais il y a une grosse différence entre quelqu'un qui vérifie 2 fois sa porte Hmm. d'entrée et quelqu'un qui doit laver 5 fois ses cheveux. Et si jamais il a le malheur de toucher ses cheveux avant d'être sorti de chez lui, il est bon pour recommencer tout. C'est vraiment quand même des intensités très différentes, hein. Hmm. Et tout à l'heure, tu parlais de... Il y a une forme de déni, il y a une forme de... Tu parlais de l'ego, voilà, il y a un travail à faire avec eux. Bah oui. Comment tu les amènes sur ce chemin de l'acceptation de ce qui est toi, tu passes par des grilles, tu sais, il existe des grilles pour le diagnostic. Euh, Ouais, et je sais, il existe des grilles, mais enfin, voilà, moi je travaille pas comme ça. En général, j'ai un bon sens clinique, et donc, et je travaille aussi avec ce que je suis. Donc, je vais te répondre comment moi je fais, mais je dirais que chaque psychiatre et chaque psychologue va travailler avec ce qu'il est et avec ce qu'il aime. En général, moi j'estime que que ce soit la Sécu ou le patient, quand il me paye, il me paye pour mon savoir, il me paye pour mon œil clinique. Et donc, hmm, je déteste mentir aux patients ou je déteste tourner autour du pot. Je trouve que c'est de la malhonnêteté. Donc, en général, moi, je suis assez claire. Je leur demande s'ils acceptent que je leur donne mon avis sur leur situation. La plupart du temps, les gens me disent quand même oui, oui, s'il vous plaît. Et puis, je hmm, leur explique ce que je remarque. Et là, j'évoque le diagnostic avec eux. Et quelque part, j'ai toujours... enfin, moi, si je... Comment dire? Je travaille beaucoup avec mon énergie, avec ce que je suis. Donc, si je vais essayer d'amener ça, mais euh, l'ouverture de mon cœur pour le patient, donc mon empathie, mon lien thérapeutique doit être d'intensité égale avec la franchise que je vais utiliser. Sinon, je deviens violente. Donc, euh, je dis les choses, on pourrait mal le prendre, mais quelque part, je le dis les choses avec amour, mais je dis les choses clairement. Parce que hmm. j'estime que on perd du temps et du temps, on n'en a pas. Plus on avance, plus on va vite et plus on peut traiter et plus on peut avancer. Moi, je déteste les suivis qui durent 10 ans et qui n'aboutissent à rien sous prétexte qu'on veut laisser la personne trouver toute seule et ses ressources et ses problèmes. Hmm, ok. Quand, quand tu reçois les... Alors justement, donc le diagnostic, il faut qu'il soit posé, comme tu disais, ça peut être un peu délicat de poser un diagnostic, d'où l'importance du lien thérapeutique aussi. Tout à fait. Moi, j'aime bien quand De tu parles aussi. l'expérience et de la formation. Ouais, j'aime bien aussi quand tu dis qu'il faut pas, bah voilà, il faut pas forcément tourner autour du pot et être aussi clair avec la personne. Euh, Comment tu fais pour diagnostiquer finalement, quand tu regardes un petit peu, est-ce qu'autour enfin, quand tu vois qu'il y a un TOC finalement qui est présent chez la personne, Mhm. est-ce que tu explores davantage autour, c'est-à-dire tu essaies d'aller un petit peu voir s'il y a d'autres TOC? Euh, Oui. tu creuses à ce moment-là? Bah oui, je creuse. J'essaye de voir aussi à quel point on en est entre les idées obsédantes et puis les compulsions. Parce que parfois, on a des troubles obsessionnels qui sont très, très dans la tête, avec peu de compulsions, et on pourrait passer à côté. Donc, je vais leur demander comment ils rangent leur maison. Je vais leur demander, je vais par exemple déplacer des objets volontairement sur le bureau avec eux et leur demander jusqu'à quel point ils sont dérangés. Je vais leur demander aussi s'ils sont empêchés de faire leurs compulsions, donc de faire les gestes rituels qui les apaisent et qui leur convient, comment ils se sentent, à quel degré d'anxiété ils sont. Parce qu'effectivement, c'est très différent. Quelqu'un qui est un peu dérangé et qui passe à la suite, bah là, quasi, il a une touche obsessionnelle, mais ça va. De quelqu'un si jamais il ne peut pas donner libre cours à tout son schéma de compulsion, va développer vraiment des crises d'angoisse importantes. Je cherche avec eux aussi d'autres pathologies psychiatriques parce que c'est pas parce qu'on a un TOC qu'on ne peut pas être déprimé ou qu'on ne peut pas avoir un trouble de la personnalité ou qu'on ne peut pas consommer des produits et avoir des astuces. Donc, je vais explorer le tout.
Et je vais voir aussi avec la personne à quoi elle en est dans son environnement au moment où elle vient me consulter. Mm. Parce qu'on sait très bien que si on est dans une phase de sa vie où on est très stressé, très fatigué, les TOC vont être plus importants. Donc, il faut tout mettre dans son contexte. Quelqu'un qui a des TOC très importants, mais qui est en plein divorce, en plein déménagement, qui dort pas bien, avant de décider à quelle intensité est son TOC, je vais déjà aussi voir comment ça évolue dans le temps avec lui. Ok, tu regardes vraiment le contexte en fait. Mais Ben oui, alors tu parlais de TOC sans vraiment de. Il y a des TOC où les compulsions sont moins là ou en tout cas moins visibles. Alors tout à fait. forcément, là on pense très vite à la phobie d'impulsion. Alors c'est Par exemple. par exemple, il y a d'autres TOC qui rentrent Ben, il y dans a ce toutes cadre-là. sortes d'obsessions, ouais, tout à fait. Et Ouais, parfois, c'est pas avoir peur de faire du mal aux gens, ça peut être des idées plus, enfin voilà, sur la moins sexualité ou évidentes, sur d'autres choses, ouais. par Euh, exemple. Est-ce que ce truc-là, alors il y a beaucoup de personnes, en tout cas dans la communauté, qui, voilà, j'ai des phobies d'impulsion ou j'ai peur de faire mal à l'autre. On va partir de ça. Euh, Ouais. Comment toi, alors c'est une question peut-être un peu vraiment délicate, mais il y a beaucoup de gens qui se la posent, donc je la pose quand même. Comment toi, tu arrives à distinguer le TOC comme la phobie d'impulsion d'un De psychopathe quelqu'un qui serait d'un psychopathe qui serait ouais, qui passerait à l'acte ou même de quelqu'un qui est suicidaire et qui et qui voilà tu passerait vois à l'acte. et qui passerait à l'acte ou quelqu'un qui a des phobies d'impulsion justement. Eh C'est à nouveau ben, sur le contexte à nouveau que tu te bases. beaucoup sur le contexte et puis sur l'émotion qui est ramenée par rapport à ça. Je veux dire, un psychopathe, euh, il va se justifier, il va se donner de bonnes raisons d'avoir envie de faire du mal à quelqu'un. Mm. C'est pas de sa faute, c'est parce que l'autre l'a trahi, est vilain, etc. La personne qui a une phobie d'impulsion, elle est dévastée par cette idée d'avoir l'impression qu'elle va faire du mal aux autres. Et puis, la phobie d'impulsion, en général, c'est pas au premier rendez-vous qu'on pose tout de Et suite, ressort. ah oui, bah vous avez, voilà. Et donc, on connaît la personne. Et Mm. mine de rien, alors je vais pas dévoiler toutes mes ficelles, mais Ouais. les psychopathes, ils ont des trucs qui font que moi, je les repère la plupart du temps. Et donc, je peux assez facilement. Et puis, il y a aussi l'histoire. Excuse-moi, je fais une petite digression, mais l'histoire qui, qui crée un futur psychopathe n'est pas l'histoire qui crée un futur trouble anxieux avec une phobie d'impulsion. Il y a, c'est pas le même rapport à l'autre, donc l'histoire même de la personne est différente. Tu prends, moi je pense souvent parce que c'était vraiment quelqu'un que j'ai suivi très longtemps. J'avais une infirmière, son père était excessivement violent sur sa mère, elle a vu des scènes terribles à la maison quand elle était petite. Son propre mari a été violent et menaçait de la tuer avec un couteau. Moi, je la connaissais dans son milieu professionnel avant qu'elle ne devienne ma patiente. C'était une dame excessivement empathique, dévouée à ses patients, qui ne cherchait pas de reconnaissance. Tu vois, donc le dévouement aux patients n'était pas fin, il était sincère. C'est une dame qui souffrait énormément et donc quand elle a commencé à développer des phobies d'impulsion, de poignarder les gens avec un couteau, c'était évident que jamais elle ne passerait à l'acte et que c'était son angoisse à elle, justement, parce que je pense que tu en parles dans certains podcasts, mais quand on métabolise pas du tout sa colère, qu'on ne sait pas quoi faire avec, parce qu'on a vu des gens, par exemple, tellement agressifs et tellement violents qu'on se dit que si on est en colère nous-mêmes, on va perdre le contrôle, on la met de côté, on l'enfuit, et puis il faut bien qu'elle ressorte par quelque part. Et je trouve que dans son cas, c'était très symbolique. Elle avait vu des hommes agresser des femmes qu'elle aimait beaucoup, voire même elle-même avec des couteaux. Et puis, dans le décours sa dépression et de ses troubles anxieux, elle développe elle-même une phobie d'impulsion avec des couteaux. C'est quand même assez. Voilà, il y a quelque chose de l'ordre de la symbolique. Mm. Du coup, on ne devient pas dans ce que tu racontes entre guillemets, il y a un processus pour devenir, on va dire, avoir des phobies d'impulsion. Et Oui. en tout Et cas, tout comme et tout comme il y a un processus pour enfin, être un psychopathe. tu deviens psychopathe et finalement, c'est dans Voilà. l'histoire que tu arrives à voir. Et moi, j'aime bien aussi ton idée de ne pas donner toute ficelle parce que lorsqu'on a des TOC, par exemple, tu dis, bah voilà, il se passerait ça si
Ah, mais Quand c'est super facile que les gens qui vont t'écouter essayent se de se crée, mettre en scène et de se demander. voilà, Oui, voilà. et se crée tout le monde, ou même toute l'historique, ils vont aller rechercher dans leur histoire. Oui, Tiens, il y a eu ça qui s'est passé. Bah, tiens, finalement, c'est ça qui a créé ce côté voilà, c'est psychopathe ça. en moi, etc. Et c'est finalement, c'est propre au TOC, ça, cette façon Oui, d'aller c'est rechercher dans ça. ton histoire. Tout à Ok. fait. Tout à Ok. fait. Et puis, il y a des choses qui sont de l'ordre de, comment expliquer? Tu sais que je fais beaucoup d'hypnose, donc le processus inconscient, je le connais bien. Et ben voilà, moi, j'ai une fibre qui m'aide, une sorte d'intuition qui m'aide à mieux cerner les gens. Donc, c'est pas avec, justement, quand tu disais, est-ce que tu as des grilles? Non, j'aime pas les grilles, parce que les grilles, justement, ça procède de quelque chose de très obsessionnel, de très sec, qui va essayer de mettre l'humain dans une petite case. Et moi, justement, je fonctionne très peu comme ça. Donc, c'est parfois juste à l'éclat d'un regard, au sourire, est-ce que le sourire est authentique ou pas, que je vais me faire une idée un peu sur la personne que j'ai en face de moi. Hmm. C'est vrai Donc que des choses très plus intuitives et en même temps reproductives. Tu vois, je suppose que tu l'auras dit à tes auditeurs, mais enfin, j'ai plus de 20 ans d'expérience dans le milieu de la psychiatrie, donc je ne suis pas quelqu'un de naïf. Des psychopathes, j'en ai croisé, des obsessionnels, j'en ai croisé. Et en tant que chef de service, j'ai dû imposer beaucoup de choses et avoir des positions d'autorité. Donc, il ne faut pas croire que l'intuition, c'est un truc de nana un petit peu déconnectée du monde, naïf, qui va se faire berner par. Non, c'est l'intuition en médecine, c'est quelque chose de fondamental. hmm, ok, ça marche. Et c'est vrai que les grilles, finalement, on se retrouve, comme tu disais, dans une petite case. Et, et finalement, de toute façon, c'est des grilles qui sont basées sur ce que la personne nous apporte. Et, et finalement, c'est quelque chose qui peut être modifié aussi, enfin, qui peut être. Mais c'est Tu tellement. vois, On croit que c'est c'est objectif, mais ça. c'est essayer de Ouais. faire rentrer du subjectif dans de l'objectif. Et donc, c'est un biais colossal, quoi. Hmm, ok. Limite, je crois plus, tu vois, dans les trucs qui sont vraiment objectifs, il y a un truc que je dis toujours à mes patients qui ont des assuétudes à l'alcool, c'est bon sang ne saurait mentir. La prise de sang de quelqu'un qui a des problèmes avec l'alcool, ça, c'est de l'objectivité. Tu vois, il y a des marqueurs que je peux voir, que je peux mesurer, qui me donnent, voilà, qui fait que quoi que me dise la personne, sa prise de sang va me dire des choses. Pareil avec une anorexique ou des pathologies comme ça, mais effectivement, surtout ce qui est trouble anxieux, trouble de la perception de l'humeur, de comment on vit les choses, c'est tellement plus subtil qu'une grille, tu vois. Quand on parle de grilles d'évaluation, alors moi ça m'arrive comment dire, de donner certaines grilles à certaines personnes que j'accompagne. Maintenant, Oui, c'est vrai que je prends aussi beaucoup de distance. Je me souviens, alors là, pour le coup, c'est un proche qui avait fait ce qu'on appelle les tests de Jung. Je sais pas si ça te parle, avec les schémas de oui, Jung. Et en fait, la personne avait tous les schémas. Voilà. Elle avait fait c'était pas auprès de moi, c'était auprès d'un psychologue. Elle avait tous les schémas réunis. Mais en fait, comme tu le disais, en fait, en répondant, elle avait un biais cognitif, elle était pas bien du tout et elle extrapolait tout, en fait. Et ce qui fait que elle avait la totalité des schémas et elle a refait cette fameuse grille quelques semaines plus tard où elle allait mieux. Et en fait, il s'est avéré, bah, alors oui, il y avait quelques schémas qui dysfonctionnaient, mais c'était pas tout. Mais le fait de faire cette grille et de se rendre compte que tout dysfonctionnait, bah, ça l'a mise plus en dessous qu'autre chose, quoi. Donc on ouais, était mais oui, vraiment. c'est ça, c'est vraiment à accompagner et ça ne doit pas être lu, ça doit être lu par un professionnel qui a l'habitude de ces grilles-là, qui va pouvoir justement remettre ça dans un contexte. Dans un Parce que, contexte. voilà, des oui, des non, souvent, et d'ailleurs, dans les grilles, quand on dit, est-ce que ça t'arrive souvent? Toi qui as beaucoup d'auditeurs qui sont obsessionnels, ça veut dire quoi souvent? 4 fois Ouais. par jour? 6 fois par jour? Une fois par semaine? Tu vois, ça veut rien dire. Ouais, ça peut être une sacrée prise de tête, et puis ça peut aussi redonner l'envie de la refaire, en fait, et puis ça devient une nouvelle compulsion, en réalité, après. Tout à fait, tout à fait. Euh, Ici, alors, lorsque, par rapport au traitement, on va passer au traitement, Oui, qu'est-ce qu'on va proposer aux personnes qui souffrent de TOC? Alors, je suppose que ça va être différent selon la gravité du TOC. oui.
Tout à fait. Alors, il y a quand même de toute façon toujours un traitement de fond qui... Donc, le trouble obsessionnel compulsif, il appartient aux troubles anxieux. Les troubles anxieux au niveau du cerveau, on sait qu'en général, si on fait remonter les neurotransmetteurs de la sérotonine, ça va s'améliorer. Donc, on sait déjà qu'une partie du traitement de fond, ce sera des antidépresseurs. Et alors, c'est débile parce qu'on garde le mot antidépresseur, alors qu'en fait, les gens peuvent avoir des tocs sans être déprimés. Mais la molécule qui est estampillée antidépresseur, la plupart ont la possibilité de remonter la sérotonine au niveau du cerveau. Donc, on va se baser là-dessus. Souvent, on va partir sur des classes de médicaments qu'on appelle les SSRI, donc les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine. Et on va étonnamment, contrairement à un dépressif, en fait, on doit majorer, on donne de grosses doses de ce type de médicament-là si on veut avoir un effet sur les TOC. Après, si le TOC il est avec un trouble anxieux généralisé, ce qui arrive aussi, bah, on va choisir alors d'autres types de molécules. Et donc ça, c'est vraiment le traitement de base. Puis, si vraiment il y a une souffrance qui est vraiment très très importante et Attends, que la personne... Ouais, pardon. juste quelques instants. Donc, en fait, pour reformuler, on va donner aux personnes qui ont des TOC un dosage, la plupart du temps, beaucoup plus élevé que s'ils Que étaient pour une dépressifs, dépression. que pour une Tout dépression. à fait. Que pour Ok, une dépression classique. Ça peut aller de 4 à 6 fois la dose, hein. d'accord. La dose normale donnée pour une dépression. Ok, ça marche. Voilà, c'est ça. Par exemple, si on part sur l'idée de la sertraline, quand on a quelqu'un de dépressif, bon, on peut commencer avec 50 mg de sertraline. Chez quelqu'un qui a des TOC, on sait très bien qu'on va commencer à 50 mg pour éviter les effets secondaires, mais on sait qu'on sera efficace à partir de 150, 200 mg de sertraline. Donc ça, c'est peut-être important que les gens comprennent, les personnes qui vont t'écouter, c'est que il ne faut pas se fier au dosage pour se dire oh, mon Dieu, je suis plus malade que quelqu'un d'autre. Non, c'est juste que pour traiter les TOC, bah, il faut des grosses doses, c'est tout. Ok, ça marche. Après, sur tout ce qui est phobie d'impulsion, là, le traitement peut se... Donc, comme je disais, si on est en aigu, qu'il y a une grosse souffrance et que la personne ne fonctionne plus du tout, moi, j'ai déjà eu des patients, ils étaient figés dans une angoisse terrible. Je sais que la haute autorité de santé le décommande, tout le monde le décommande, et c'est vrai, c'est pas bon pour la santé, mais parfois, on est obligé de passer par des benzodiazépines parce que... Donc, les benzodiazépines, c'est ce qu'on appelle les anxiolytiques. Pour donner des mots que tout le monde connaît, c'est le Xanax, par exemple. Et donc, parfois, on n'a pas le choix, sinon la personne, elle ne vit pas. Et il faut quand même se dire qu'un antidépresseur n'agit pas avant 15 jours, 3 semaines. Donc, Mm. moi, personnellement, si je peux éviter des souffrances à mes patients, je vais faire ce qu'il faut pour leur éviter des souffrances. Et quand Alors, tu parles... parfois aussi, oui, vas-y. Non, non, j'allais dire, quand tu parlais d'effets secondaires, justement, des antidépresseurs, euh, tu penses... Alors, il y a plein d'effets secondaires, mais c'est vrai que ça peut majorer aussi, dans ce que j'ai entendu, a priori, ça majorerait aussi les crises d'angoisse au tout début, d'où l'intérêt des anxiolytiques. Tu confirmes ça ou Ça pas? peut, oui, ça peut arriver, mais c'est pas obligatoire. Et c'est aussi, vous irez voir tout un chacun les effets placebo et nocebo, mais la façon dont on va présenter le médicament et la façon dont le patient se représente le médicament va influencer énormément sur comment ça va se passer la prise du traitement. Il y a des personnes que je reçois qui ont une très très mauvaise image du traitement psychiatrique et qui se disent c'est du poison. Et donc là, c'est vraiment compliqué parce que parfois, je ne prescris pas de médicaments alors que je devrais, simplement parce que je me dis, si je la force à prendre, si je force cette personne à prendre un médicament alors que pour l'instant, dans ses croyances, c'est comme si je lui donnais de l'arsenic, Hmm. bah, je suis à peu près sûre que ça ne va pas bien se passer et donc je me tire une balle dans le pied parce que du coup, je vais renforcer sa croyance. Donc parfois, limite même, je les frustre, je leur dis, j'aimerais bien vous prescrire, mais là, vous n'êtes pas prêt. Là, ça les interroge, hein. Tu te rends bien compte que quand ils repartent avec une phrase pareille, ça les fait réfléchir. Et puis, on retravaille là-dessus, je leur explique. Euh, Parfois, je leur dis toujours, hein, il vaut mieux que vous m'envoyiez un SMS avec une question sur le traitement que je vous revoie dans un mois et qu'en fait, vous n'avez pas pris le traitement, on aura perdu encore un mois de notre vie. C'est débile. Donc, parfois, je les laisse aussi me poser une question parce qu'il y a un gros problème, c'est que pour des raisons médico-légales, les firmes pharmaceutiques vont te lister tous les effets secondaires possibles, imaginables qu'on peut trouver.
Ils sont Ouais. tous sur la notice. Et donc, quelqu'un d'anxieux et J'allais t'en d'obsessionnel, il va parler. étudier. Bah ouais, il va étudier la notice, Il va évidemment. étudier la notice. Et là, on Mais a oui, un bel effet nocebo avec mais carrément. tous les effets secondaires qui vont apparaître, ou en tout cas certains. Voilà, c'est ça. Et donc, je prends vraiment beaucoup de temps dans la consultation. Je dirais, le diagnostic en général, moi, ça me prend pas trop de temps à poser le diagnostic, mais toute l'alliance thérapeutique, le choix du traitement et l'explication Valérie, je t'ai perdu. de Ah, pourquoi je donne quoi Valérie, je est t'ai perdu. super. Alors, je t'ai Ouais, perdu. il y a eu un appel. Ah, ok, ça roule, ça marche. On revient. Alors, Ouais, on était sur l'effet nocebo. Tu parlais, et puis ouais. après, je ne sais plus ce que tu as dit. Attends, j'étais, je ne sais plus non plus, j'ai été perturbée. Euh, Non, eh ben voilà. alors moi, j'avais une autre question sur si l'antidépresseur ne fonctionne pas, en fait. Alors, déjà, peut-être une première question. Il y a plutôt une bonne réponse par rapport aux antidépresseurs, par rapport au TOC. Tu trouves c'est quoi les résultats que ça donne? On peut espérer. Bah, écoute, je dirais que ça fait pas tout, hein. Souvent, il y a quand même une part aussi de psychothérapie à faire qui est très importante. Euh, c'est compliqué parce que, tu sais, j'ai un biais, moi, en ayant travaillé à l'hôpital, j'ai aussi croisé des cas qui étaient particulièrement plus lourds que quelqu'un qui ne recevrait qu'en cabinet. Ouais. Euh, Est-ce je, que je dirais que souvent, si le traitement fonctionne, la personne, elle est améliorée, elle peut voir ses crises de TOC s'espacer. Euh, j'ai vu quelquefois des gens qui n'avaient plus du tout de TOC avec le traitement, mais globalement, je dirais qu'il reste quand même toujours un fond à traiter ou quelques symptômes. Ok, ça marche. Ok. C'est la réponse la plus honnête que je puisse vous faire. J'ai pas envie de vous assommer avec des chiffres. En plus, je risquerais d'annoncer n'importe quoi, donc je, je vais rester sur ma pratique. Et il y a d'autres solutions que les. Alors déjà, si un antidépresseur ne fonctionne pas, est-ce que ça vaut le coup d'aller voir ailleurs, entre guillemets, Alors, on a ou des est-ce que. grilles d'algorithmes, hein. Ça, c'est très, très connu dans notre métier. On teste un premier antidépresseur. Si on a un début de réponse, alors on monte la dose. Si on n'a pas de réponse, on peut quand même essayer de monter la dose si on n'a vraiment pas beaucoup de créneaux parce que la personne n'en supporte pas tout plein d'autres. Sinon, on peut rester dans la même classe d'antidépresseurs, essayer une autre molécule, mais de la même famille. Et puis, de nouveau, là, on repart sur l'algorithme. Un début de réponse, ben, on va monter la dose. Pas de réponse, on peut changer de classe parce qu'on a plusieurs classes d'antidépresseurs qui vont travailler un petit peu différemment chacun. Et puis alors, on a toutes les molécules adjuvantes à mettre en plus s'il y a un manque de réponse. Et donc, ça va des neuroleptiques à petite dose qui sont parfois très utiles, même dans les TOC, hein, qui vont quand même casser la rumination mentale et l'obsessionnalité de la personne. On a toutes sortes d'adjuvants, on a aussi des thymostabilisateurs parfois. Et puis, il y a d'autres techniques comme la résonance, la stimulation transcrânienne, comme l'électroconvulsivothérapie, même parfois. Mais en tout cas, ce que moi j'ai remarqué et ce qui est repris aussi dans tous les guides de médecine, c'est les guides de bonne pratique, c'est OK pour le traitement et on peut aller jusque très très loin pour des cas vraiment très très graves, mais la psychothérapie reste toujours obligatoire. Oui, à côté en parallèle. Mais je trouve que Eh ben oui, c'est quand même bien de savoir aussi, de se dire que quand on va pas bien, en fait, il existe quand même des solutions pour aller mieux au niveau des médicaments. Parce que c'est mais vrai que carrément. quand on est au bout du bout, bah, en fait, mettre en place une psychothérapie alors ça peut même On n'est pas prendre en du temps état? et on n'est pas Oui, forcément en état de la suivre quoi, au tout début. Et d'où le fait d'avoir enfin, le combo, entre guillemets, ça permet quand même tout à fait. d'avancer mieux, on va dire Quelque ensemble. part, ça diminue un peu la charge de l'angoisse, ça diminue l'impact et l'intensité des symptômes qui permettent alors qu'on y travaille. Si on est complètement la tête dans le guidon à ce sujet-là, c'est très compliqué. Et je dirais bien, c'est dommage, et ça, si tes auditeurs peuvent le comprendre, faut pas attendre d'être au bout du bout pour se dire qu'on va aller voir un psychiatre ou un médecin pour prendre un traitement, parce que c'est se donner moins de chance.
plus on va prendre le problème à tôt dans son histoire, et plus on a des chances que ça se passe bien. Ça, il Ouais. faut s'en rendre compte quand même. Là, dernièrement, j'ai eu le cas, c'est pas sur une pathologie de type anxieux, j'ai une dame qui a fait une bouffée délirante. Il s'avère que c'est une dame qui est très proche de moi. Donc, limite, le jour où elle a commencé, je l'ai vue. Et donc, en 3 jours, le diagnostic était posé, on avait discuté avec elle, elle était OK pour prendre son traitement. Mais c'est extraordinaire parce que 10 jours plus tard, le plus gros de la crise est déjà passé. Donc, on Hmm. lui a évité le fait que la crise monte, le fait qu'elle se fasse du mal socialement, le fait qu'elle puisse blesser sa famille émotionnellement en disant des choses moches. On lui a évité probablement une hospitalisation, des mois de traitement, parce que juste, on était là au cœur du linge, quoi. On était là au tout début de la crise. Hmm. Mais on revient sur l'ego, hein. C'est vrai que de temps en temps, je vais me débrouiller tout seul, ça va aller, je vais réussir à gérer ça. Et en Ouais, fait, on diminue nos chances d'aller mieux en faisant ça. Et on a oui. tendance à s'enfoncer de plus en plus et jusqu'à arriver à un moment donné où voilà, on perd pied, clairement. Et, euh, et Et on les va, et dégâts on va se sont plus retaper les 15 profonds, jours, quoi. 3 semaines d'antidépresseurs où c'est pas forcément évident. Il y a à nouveau 15 jours, 3 semaines où il faut attendre avant que les Ouais. effets puissent se faire ressentir, quoi. Tout à Donc, fait, tout à fait. Et en fait, c'est idiot. Enfin, moi, je milite beaucoup contre cette espèce de stigmatisation de la maladie mentale, mais on ne se poserait pas des questions pareilles par rapport à un ulcère d'estomac ou par rapport à une pneumonie. Tu as une pneumonie, tu ne te poses pas la question de te dire, je vais me débrouiller tout seul. Tu vas voir ton médecin et tu prends le traitement. il y a un côté, je pense, dans le talk où les gens se disent, bah, c'est un peu de ma faute. Je pense qu'il y a un peu de ce truc-là. Euh, Peut-être, ouais. et du Comme c'est coup, dans notre tête, on se dit qu'on devrait être maître de nos pensées. ouais, c'est ça. Alors qu'en Ouais. réalité, on l'est pas, on l'est pas tant que ça, même pas On l'est beaucoup. pas tant que ça. Même pas Non, non, beaucoup. non, tu sais, il suffit, il suffit de prendre une molécule complètement psychédélique et tu vas vite te rendre compte que ton cerveau t'en est pas maître, hein. Ouais. Mhm. Et à l'inverse, ben voilà, il suffit de te taper une grosse crise d'angoisse et tu comprendras vite que tu n'es pas du tout maître de tes émotions et de ce que tu penses à ce moment-là. Ouais, c'est vrai, c'est une question d'ego et moi, la vie m'a appris à être beaucoup plus humble sur tout ça. Ouais, et puis de se dire, bah voilà, il y a une partie de moi qui a envie de se débrouiller tout seul, finalement, qui a envie d'être autonome, bah c'est OK, elle peut quand même agir, même en prenant l'antidépresseur, finalement. Ça va permettre, Ah, du mais coup, carrément, mais carrément. Et là, on va balayer des tas d'idées préconçues. Oui, mais si je prends un antidépresseur, je ne vais plus être moi-même, je vais sourire béatement. Mais c'est totalement faux. Un traitement bien conduit, bien posé. Enfin, comme je dis toujours, moi, mon plus grand plaisir, c'est quand je peux croiser un patient et je le vois évoluer comme ça dans la rue. Et à part moi, personne n'est censé savoir qu'il prend un traitement, tu vois. C'est ça un bon traitement, c'est juste remettre la personne à son niveau de fonctionnement où elle va bien. mm, C'est pas faire d'elle quelqu'un d'autre ou la mettre sur un petit nuage. Ça, c'est les dealers qui font ça. Et moi, je suis pas dealer, je suis docteur. mm, OK. Et tout en respectant aussi le choix des gens qui veulent pas prendre d'antidépresseurs et qui souhaitent quand même avancer tout seul. Oui, bah Euh, oui, tout à fait. Souvent, ce que je fais dans ces cas-là, parce que je suis connue pour jongler un peu avec la phyto, l'aromathérapie, l'hypnose, tu vois. Donc, enfin, voilà, je suis sélectionnée par une patientèle qui n'a pas forcément envie de prendre des antidépresseurs pour quelque pathologie que ce soit. alors Et souvent, justement, bah, oui, vas-y, dis-moi. justement, par rapport à la phyto, il y a des choses, la phytothérapie, il y a des choses qui pourraient, alors, pas, comment dire, pas enlever le toc, mais en tout cas arrondir les angles un petit peu. Oui, et soutenir aussi le cerveau. Tu prends des compléments alimentaires de tryptophane, tu prends de la rhodiole, tu prends de la passiflore, de la valériane, de l'aubépine, tu vois. Il y a plein de molécules qui peuvent soutenir le système nerveux, apaiser l'angoisse. On sait par exemple que des grosses doses de passiflore, eh bien, ça agit autant sur l'anxiété psychique, donc l'anxiété qu'on se met dans sa tête, que 0,5 mg d'alprazolam, un Xanax. Ok. Tu vois. Ah Donc, ouais, d'accord. la lavande, par exemple, la lavande prise en continu, ben, ça peut, en huile essentielle ou bien dosée, hein, mais comme toujours, si tu prends 3 petites gouttes d'huile de lavande et que tu le mets sur tes poignets, ne te plains pas si ça ne fonctionne pas. C'est pas la bonne.
il faut taper aussi fort que si tu prenais un médicament, mais tu choisis des plantes. Mais alors, les gens vont se dire, bah oui, mais du coup, c'est quoi la dose? Mais à mon avis, tu peux pas donner la dose, il faut voir Oui, un il faut au phytothérapeute moins, ou. oui, un phytothérapeute, un médecin qui est spécialisé là-dedans, ou un pharmacien, mais néanmoins, ce que je remarque, c'est que souvent les pharmaciens répondent à mes patients comme s'ils conseillaient monsieur et madame tout le monde qui vient prendre une petite cure. Ouais, Donc, par exemple, pour le magnésium, les pharmaciens vont parfois dire, bah, vous prenez une dose pendant 3 mois. Bah non, quelqu'un de très anxieux, et si en plus il fume, tu lui fais facilement double dose et c'est en continu. Parce que, parce que les compléments alimentaires sont faits pour des gens qui ne sont pas malades. Donc, si tu veux utiliser des compléments alimentaires pour aider quelqu'un qui n'a pas envie de passer par la case médicaments chimiques, bah, il faut adapter le dosage en fonction. Et là, effectivement, surtout tes auditeurs qui sont parfois très anxieux et très à regarder les choses, bah, éviter de gérer ça tout seul parce que vous allez vous prendre la tête et ça va vous angoisser encore plus. Et puis, on va vous retrouver avec 15 compléments alimentaires différents parce qu'au cas où celui-là ne fonctionnerait pas. Donc, souvent, il vaut mieux déléguer ça à quelqu'un dont c'est le métier. oui, ouais. Et puis de se dire, mince, ça tombe, j'ai pris une dose trop forte, il va se passer un truc, je vais faire une surdose. Enfin bref, Oui, j'ai déjà eu ça, j'ai déjà eu ça. ok. T'as parlé d'hypnose, forcément. Euh, on va parler un petit peu d'hypnose. Pour toi, est-ce que tu as déjà finalement utilisé, toi, de ton côté, l'hypnose pour des personnes qui ont un TOC? Alors, Oui, oui, tout à fait. Maintenant, bah, souvent, je suis dans l'obligation, pour des raisons pratiques, de déléguer les séances à des personnes qui ne font que ça, puisque moi, je dois voir beaucoup de patients, j'ai beaucoup de demandes. Mais oui, oui, on a déjà fait des séances. Et puis, que ce soit sur le TOC en lui-même ou bien sur la composante anxieuse et l'épuisement nerveux qu'il y a autour. Euh, donc, mais je pense que de ce côté-là, tu as aussi beaucoup de choses à raconter, hein, toi, Antoine. oui, par rapport à l'hypnose des TOC, oui, c'est vrai. Mais je voulais avoir ton Oui, point de vue, toi, par rapport à, pour voir un petit peu aussi, souvent quand on parle de TOC, pour aider, on va dire, à diminuer tout ce qui est stress, etc., on parle souvent de stress associé, on parle souvent de TCC, thérapie tout à fait, cognitivo-comportementale. C'est le mais truc, carrément. c'est le truc que toi, tu diriges, finalement, les personnes qui ont des TOC, tu les diriges vers quoi comme approche? Ben, vers Plutôt ce qu'elles TCC? préfèrent. Ah, J'en parle avec elles et puis je vais les envoyer vers ce qui leur parle le plus. ouais, Euh, c'est super parce intéressant. que bah oui, mais ça me semble évident. Bah Alors c'est oui. vrai que quand je vais dans les congrès médicaux, bah, c'est dommage pour mes amis hypno, mais c'est toujours la TCC qui va être plébiscitée pour la bonne et simple raison que la thérapie cognitivo-comportementale, elle est comme les grilles dont on parlait en début d'interview, elle est très codifiée et donc elle est très étudiée et les médecins ont besoin d'avoir des études scientifiques qui leur prouvent que tel truc fonctionne plutôt qu'un autre. Donc, ils vont toujours, si nos amis hypno, on arrivait à faire des protocoles complètement standardisés et puis d'avoir le temps de faire des études randomisées, tu vois, des trucs comme ça, et de produire des articles qui passent dans Science ou Nature, ce serait extraordinaire, mais Ouais, mais moi, c'est pas le cas. il y a quand même un truc, c'est que dans ma formation, on m'a dit que plus la séance était personnalisée, plus elle était efficace d'une certaine manière. Évidemment. Du Et donc, coup, on marche sur la tête. voilà, c'est ça. Et je pense que c'est pour ça que les hypnos, ils cherchent pas forcément à faire énormément d'études scientifiques à côté. Oui, et Parce que, puis on ne bénéficie pas des subsides, enfin voilà, il faut se rendre compte que mener une étude, ça coûte de l'argent, ça demande énormément de temps. Moi, étant étudiante, j'ai participé à des études enfin, c'est une organisation colossale, hein. et il y a d'autres techniques que, alors là, TCC, hypnose, il y a d'autres approches pour toi que tu conseilles à tes patients? Bah, écoute, en fonction, parfois ils ont besoin de soutien et ils ont besoin de se raconter. Parfois, ils ont déjà un thérapeute qui est psychanalyste jungien et avec qui ça passe super bien. Je vais pas leur dire n'y allez pas. Donc, Ouais. voilà, mais c'est vrai que j'ai une préférence en termes vraiment pragmatiques, d'efficacité sur le symptôme, je préfère hypnose ou TCC. Ok, ça marche. Euh,
Ici, alors tu parlais de personnes où vraiment, effectivement, quand tu travaillais en hôpital, forcément, tu as rencontré des personnes qui étaient atteintes de TOC sévères. Ouais, Euh, pour ces gens-là, il y a certains moments où je pense qu'on propose une hospitalisation. tout à fait. Et ça se passe comment concrètement Bah écoute, j'y réfléchissais pendant la journée en me disant que j'étais à peu près persuadée que tu allais me poser la question. Et en fait, il y a il y a plusieurs types de situations où on va hospitaliser quelqu'un qui a un TOC et quelqu'un qui est complètement épuisé, dépressif, mélancolique même, en lien avec ces TOC, tu l'hospitalises et ça lui fait du bien. Et puis tu peux mettre en place des traitements plus lourds et tu le protèges. Et puis j'ai eu aussi l'expérience de personnes qui avaient vraiment des TOC embêtants, mais en fait, l'hospitalisation a été très mal vécue parce que, si tu veux, il y a un cadre hospitalier. ne Et peuvent plus donc, on ne peut contrôler. pas faire n'importe quoi. Ouais. Mais oui, mais donc, il y a des choses que la famille, par exemple, peut accepter, mais qu'un service qui doit tourner avec des horaires, avec d'autres patients, ne peut pas accepter. Et donc, parfois, des patients qui auraient vraiment besoin d'être hospitalisés, ben, malheureusement, vivent très, très mal le cadre hospitalier qui les empêche de donner libre cours à leur TOC. Et il y a des protocoles particuliers, parce que c'est vrai que, par exemple, un TOC, moi je pense à un TOC de contamination, se faire hospitaliser, enfin, ça me semble hyper complexe. Eh ben, ça peut être hyper complexe ou hyper rassurant en se disant ah ouais, je suis à l'hôpital, donc là, Tout tout est le monde propre. gère, Ouais, tout est propre. tout est propre. Eh oui, ou au contraire, tu te dis ah, mon Dieu, il y a des germes multirésistants, je vais mourir. Et là, voilà, c'est l'inverse. Donc on essaye, enfin, si tu veux, il n'y a pas en tout cas, dans les hôpitaux où je travaillais, on n'avait pas des protocoles et des process particuliers. Parce que de nouveau, ça voudrait faire rentrer les gens dans des petites cases en disant ah bah tiens, tu as un TOC, alors je vais faire ça et ça. Donc on essaie toujours d'être créatif et de réfléchir avec la personne comment aménager le cadre institutionnel avec la personne, avec sa personnalité, avec son histoire et avec ses symptômes. Mais parfois, c'est pas possible. Par exemple, je me rappelle d'une dame, elle avait des tocs au niveau de l'alimentation et elle ne voulait absolument participer à aucun repas, elle ne mangeait pas la nourriture qui venait de l'hôpital. Du coup, elle voulait que sa famille vienne en dehors des moments de visite pour la faire manger, mais ça n'est pas possible parce que alors la famille, quelque part, elle vient peut-être aussi déranger les soins, empêcher que la personne soit vue par la psychologue ou fasse des activités. Et puis les autres patients se disent mais pourquoi est-ce que elle peut voir sa mère entre midi et deux, et puis moi, je n'ai pas le droit. Donc, Hmm. Il y a c'est complexe. Est-ce qu'il y a des activités qui sont proposées ou alors moi l'image c'est voilà alors j'ai bien compris qu'on pouvait entre guillemets en termes du traitement médicamenteux on pouvait peut-être aller un peu plus loin et est-ce qu'il y a des activités qui sont organisées au sein de l'hôpital euh, style En tout cas, je peux te sophro parler, oui, je peux te parler de ce que nous, on proposait, évidemment. Après, je ne suis pas enfin, Il- voilà, il tu n'as faudrait pas que pas tes travaillé dans tous auditeurs les se disent, hôpitaux du monde j'ai bien c'est compris. ça. Et je ne suis pas le ministre de la Santé qui va dire, vous devez faire ça ou ça. Nous, dans l'hôpital où je travaillais, on était excessivement ouverts et demandeurs de trouver des trucs qui fonctionnaient. Donc, on avait l'équipe des psychologues, donc on avait des entretiens psycho individuels, on avait des groupes de parole, on avait des activités, parce qu'il faut te dire aussi que pour certains de tes auditeurs, parfois ils sont tellement loin dans leur top que ils font plus à manger, ils parlent plus à personne, ils ont plus pris plaisir à dessiner quelque chose depuis des années. Donc, simplement, parfois, refaire des activités, c'est redonner du sens, c'est redonner du rythme. Et puis, ben, nous, on avait aussi du snoozelen, des activités bien-être, de la sophro. On avait la possibilité de faire des séances d'hypnose dans le service. Bon, Donc, tout ça permettait vraiment de créer, et ça n'est jamais ah bah tu coches toutes les activités, c'est discuter, si tu veux. La personne, parfois, il y a des activités, c'est nous, les médecins, qui devions décider si c'était opportun ou non. Et donc, on dialoguait avec la personne, puis on dialoguait en équipe aussi pour savoir, tiens, ce serait quoi le meilleur projet thérapeutique pour la personne. hmm, ok.
Bon, après, c'est vrai que l'hôpital dont tu parles, c'est un hôpital belge. Du coup, Oui, il y a une ouverture aussi. Alors en France, on se rattrape un petit peu, en tout cas de ce que j'entends. Mais oui, de ce c'est que vrai j'entends, ça s'améliore quand même ça s'améliore. beaucoup. Et puis il y a les cliniques privées aussi qui offrent quand même des soins parfois plus, allez, plus élargis. Ok. Toujours dans cette histoire de TOC qui sont importants. Tiens, pour les gens qui ont des TOC importants, de ton point de vue, Ouais, parmi toutes les personnes que tu as rencontrées, euh, est-ce qu'il y a un lien entre la gravité du TOC et la possibilité de reprendre une vie normale, ou en tout cas une vie où le TOC, on va dire, passe à un second plan dans sa vie, on va dire, on peut fonctionner normalement. ouais. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que quand on va loin dans la maladie, est-ce que ça veut dire que non, c'est tout, ce sera plus jamais comme avant, etc., etc., etc. Ou est-ce que pour Tu toi, chaque... t'imagines. Ouais, non, ce serait horrible de dire une chose pareille parce que, en plus, je suis qui pour dire ça? J'ai pas vu tous les patients TOC du monde. Non, ce que je remarque plutôt, c'est que si le TOC, il y a d'autres pathologies avec, genre des troubles bipolaires Hmm. ou une petite fragilité presque psychotique, ou que, en fait, c'est pas un TOC, mais c'est vraiment ce que nous on appelle dans l'ancien jargon psychiatrique une névrose obsessionnelle, c'est-à-dire que toute la personnalité, il n'y a pas un coin de la personnalité qui n'est pas touché par le côté obsessionnel et rigide. Bah, là, effectivement, le pronostic est moins bon que une personne qui fonctionne relativement bien d'habitude et puis qui développe pour une raison ou une autre des tocs monumentaux, mais sur finalement une histoire psychologique qui reste saine en dehors de l'épisode. Je Hmm. dirais plutôt que c'est la comorbidité psychiatrique autour qui est vecteur de mauvais pronostics. Ok, et c'est qu'un pronostic. Il n'y a Et rien c'est qu'un de, pronostic. il y a rien de gravé dans le marbre. Euh, Et puis la qualité de vie et ce qu'on, enfin, tu vois, c'est propre à chacun. hmm. Euh, Est-ce que la bonne qualité de vie, c'est d'office de pouvoir aller au travail et de répondre à toutes les obligations que la société nous demande, ou est-ce qu'il y a une autre vie en dehors de ça, tu vois? Hmm. Parmi les gens qui arrivent à bien améliorer leur TOC, pour toi, c'est quoi les actions qu'ils ont menées? Alors peut-être qu'on va revenir sur des choses que tu as déjà dites, quoi, mais grosso modo, s'il y avait une liste de choses à faire quand on a des TOC, c'est quoi les caractéristiques communes ou bien des personnes qui ont réussi à l'améliorer fortement, de sorte que Mm. bah, ils soient vraiment au deuxième, voire troisième plan dans leur vie? Ouais. Bah, je dirais, elles ont accepté qu'elles étaient malades, elles ont accepté de l'aide, quelle que soit l'aide, tu vois. Ouais. Ça peut être une super thérapie, ça peut être prendre des médicaments, ça peut être tout d'un coup se mettre au yoga, ça peut être avoir quitté un boulot dans lequel on était super mal. Quelque part, celles qui s'en sortent le mieux, c'est celles qui, voilà, qui ont pris les choses enfin, qui ont accepté de se soigner le plus naturellement du monde, quel que soit le soin qu'elles donnent. Et souvent, je remarque quand même que il y a une belle amélioration des symptômes quand on améliore bien le cadre de vie aussi. Euh, Tu vois, une famille où ça se passe mieux, un job où on est plus épanoui, un meilleur sommeil, des trucs tout cons, hein, mais une activité physique, une alimentation saine. On n'arrête pas de le rabâcher, on croit que c'est un peu moralisateur, mais en fait, on ne se rend pas compte à quel point notre cerveau est influencé par ce qu'on mange et par ce que l'on fait de notre corps. Donc, quand on ne fait pas d'activité physique, notre corps ne reçoit pas les impulsions pour sécréter les facteurs de croissance dont il a besoin pour garder le cerveau en bonne santé, les hormones qui font qu'on se détend, qu'on est bien, qu'on dort bien. Euh, En fait, notre corps humain et notre cerveau humain a beaucoup progressé depuis l'homme des cavernes, mais pas tant que ça. Et par contre, Mm. notre mode de vie, lui, a beaucoup trop progressé. Donc, par exemple, si tu veux bien dormir, ben, ton corps, lui, il a besoin d'avoir été debout, en station debout, d'avoir marché, il a besoin de s'être activé. Donc, si ton plus gros effort dans ta vie, c'est de te lever de ton lit pour aller te mettre sur ta chaise de bureau devant ton ordinateur, ben, ton cerveau, lui, il ne comprend pas qu'à un moment donné, il doit déclencher certaines productions d'hormones pour gérer ton sommeil ou gérer tes angoisses, etc. Donc, voilà, je dirais que c'est beaucoup d'hygiène de vie, s'aménager une belle vie et accepter un traitement. Hmm. Ok.
Ça te parle? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ouais, ça me parle et c'est vrai que l'hygiène de vie, moi j'aime bien, en tout cas moi, dans ma façon de voir les choses par rapport au TOC. Pour moi, on a tous entre guillemets une fragilité et que quand on est en situation de stress ou en tout cas quand on soumet le corps à des situations auxquelles il n'est pas forcément adapté, il va y avoir cette fragilité qui va s'exprimer. Il y a certaines personnes, C'est ça. ça va être de l'asthme, ça va être une dépression, d'autres. Pour moi, il y a une forme de stress derrière qui est sous-jacent et que, bah voilà, ce que je disais, comment travailler, diminuer ce stress, bah, il faut travailler, on peut travailler aussi sur l'hygiène de vie, ça va permettre de faire que le corps soit davantage stable. Mais Euh, tout à fait. Et puis, ce que l'on mange, c'est ce que l'on donne à manger à notre cerveau. Euh, c'est incroyable la différence. Et alors, c'est pour ça, enfin, faut vraiment se méfier des régimes tout faits ou de l'orthorexie où on se dit, ah, je ne dois pas manger ça et je dois manger tel aliment. Euh, il faut un petit peu faire le bilan de qu'est-ce qui fonctionne pas bien dans notre cerveau, puis chercher dans notre alimentation les sources qui peuvent nous le donner. Si on est en manque de sérotonine, eh ben, on va regarder c'est quoi les aliments qui promettent et qui apportent le plus à notre organisme du tryptophane. On va essayer d'éliminer les produits qui vont abîmer notre cerveau. Enfin, qui vont rendre le travail du cerveau plus compliqué, c'est fondamental. donc pour toi, l'alimentation, ça a clairement un rôle, enfin en tout cas une importance par rapport. Si on souhaite diminuer ces symptômes de TOC, se poser la question de qu'est-ce que je mange, Oui, c'est cohérent. oui, c'est cohérent. Je dis pas que ça fait tout, mais Ouais, c'est cohérent. ok, Euh, si tu donnes de la merde à ton cerveau, t'étonnes pas s'il fonctionne pas bien, quoi. ok, ça marche. Est-ce qu'il y a de ton point de vue de médecin, est-ce que il y a des problématiques organiques autres que le cerveau qui peuvent amener des TOC? Alors moi, Oui, oui, ouais, oui, d'emblée, toutes les maladies chroniques de l'intestin, par exemple, donc les rectocolites ulcéro-hémorragiques, les maladies de Crohn, des maladies inflammatoires chroniques, vont créer une malabsorption quelque part du tryptophane. Et moi, je l'ai déjà remarqué, et puis ça se voit dans certaines études, c'est chez ces patients-là, on va trouver plus de personnes anxieuses. Et donc, qui dit anxiété dit risque de TOC aussi. ouais. En fait, tu parlais d'intolérance là, ou c'est pas du tout la même chose? Si, c'est ça. Ça va créer Non, oui, encore autre mais chose? en fait, si tu veux, imagine que ton intestin est complètement enflammé, il absorbe pas correctement les nutriments. Ça semble évident. Qui plus est, si ton corps et donc ton intestin, puis tout ton système est enflammé, en fait, ton organisme va produire des substances qui sont un peu toxiques pour ton cerveau. Et donc, par exemple, un bon tryptophane, s'il arrive dans un mauvais contexte, eh ben, il peut se transformer en un petit léger, hein, mais un petit neurotoxique du cerveau au lieu de se transformer en bonne sérotonine, tu vois. Ok. Bon, bah ça ouvre des perspectives d'amélioration, tout ça. Mais C'est oui, mais oui. c'est super intéressant tout ce que tu racontes. Je trouve que Merci. ça amène plein d'éclairages sur plein de choses. Euh, et je suis en train de me demander qu'est-ce qu'il y a d'autre à rajouter par rapport à ça. Que les choses sont pas toujours aussi simples qu'elles sont et que donc si tu as des personnes qui t'écoutent et qui pensent qu'elles ont telle ou telle pathologie, évitez de faire votre diagnostic tout seul. C'est bien et moi je l'encourage que les patients se renseignent, qu'ils se comprennent. Mais quand on est angoissé et qu'on est le nez dedans, parfois on voit un truc énorme là où c'est pas si énorme que ça. Donc consultez et consultez des personnes bienveillantes. Parce qu'il n'y a rien de plus, et ça c'est dommage, mais c'est important de ne pas se faire juger, de ne pas accepter que quelqu'un vous juge, même si c'est un professionnel de santé, ou vous fasse vous sentir mal après une consultation. Ce n'est pas le but, hein. Bon, en tout cas, je te Donc, remercie. n'hésitez pas à chercher de l'aide, ne restez pas tout seul, ne faites pas vos diagnostics tout seul parce que vous n'êtes pas forcément votre meilleur ami. De la même manière que quelqu'un qui a un burn-out n'est pas son meilleur ami pour ce qui concerne son énergie au travail, quelqu'un qui a des troubles anxieux n'est pas son meilleur ami pour s'évaluer au niveau de sa pathologie. Il va avoir tendance à peut-être surfocaliser sur certaines choses, ne pas en voir d'autres. Donc, n'hésitez pas à vous faire aider.
Ouais, là, on vient à nouveau sur les biais, en fait. Quand on n'est pas bien, Oui. on voit tout noir et du coup, on a du mal à prendre de la distance. Bon, ok. Bon, bah, Oui, et puis on interprète même des symptômes, des sensations de notre corps et on leur donne une, un sens que si on allait bien, on ne le donnerait pas. Et là, on part plus sur l'hypocondrie, par exemple, mais c'est quand même très très proche des troubles obsessionnels, hein. bah oui. Ouais, ouais. Et oui, En tout cas, je, ça fait partie des je troubles connais. anxieux. Ouais, ok. Bah, je connais. Écoute, en tout cas, je te remercie. C'est super chouette de ta part d'avoir pris ce temps pour expliquer tout ça. Encore une fois, je pense que ça va aider beaucoup de personnes. Il y a peu de Eh ben, psychiatres qui j'espère. s'expriment sur ce sujet des TOC, qui est un sujet qui reste quand même délicat, qui est pas et qui reste peu connu aussi. Ouais. En tout cas, Euh, j'espère que les personnes qui vont t'écouter vont bien comprendre que peut-être j'ai parfois simplifié, mais ce que je veux, c'est rendre les choses accessibles à tout le monde. Donc peut-être que vous allez me dire, oui, mais tu n'as pas mentionné telle ou telle chose, mais j'ai essayé de rendre mon propos compréhensible par tout le monde, humain. Voilà. J'espère que chacun pourra y prendre ce qui lui convient et puis rejeter ce qui ne lui parle pas, tout simplement. ok, Valérie. Bah, en tout cas, merci beaucoup encore une fois. C'est super sympa de Avec ta un part. grand plaisir. On arrive à la fin de cette interview. J'espère que tout ceci vous a aidé. Si c'est le cas, abonnez-vous ou même partagez ce contenu afin d'aider d'autres qui, comme vous, souffrent de TOC. Si vous voulez en savoir plus sur mes accompagnements ou mes formations, vous trouverez tout ceci dans la description de cet épisode et j'espère que tout ce qui a été partagé ici vous a permis de renforcer cette idée que quelle que soit la nature, quelle que soit l'intensité de votre TOC, oui, il est possible d'aller mieux. À bientôt.